Entre ville et monde, bienvenue au 8e épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de démocratie, d'élections au Québec, au Canada et dans le monde. Et ça en compagnie de Monsieur Jean-Pierre Charbonneau, journaliste et homme politique. Je vous souhaite une bonne émission. Je suis Sébastien, accompagné de David. Allô, David. Allô, Sébastien. Comment ça se passe? Ouais, ça se passe bien. On est le 4 novembre au soir. Pour certains spécialistes qui diront le 4 novembre au soir. Je ne sais pas si tu connais cette référence des Bleus Poudres, qui était une citation de Jean Chrétien. Ça. Explique-moi ça. Jean Chrétien s'était un peu enfargé et il avait dit le 4 novembre. Et on est la veille des élections américaines qui seront le 5 novembre, donc demain soir. Oui, voilà. C'est presque une fête pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui suivent ça de près. Le grand jour, les élections les plus importantes au monde, on peut dire facilement. Et cette année particulièrement, c'est une élection, on peut au moins dire, très divisive. On attend il y a des grandes divisions. Le nombre d'électeurs qui peut briser des records. Ah oui. On verra bien. Mais c'est ça, on va discuter ce soir de l'élection, mais aussi du réforme du mode de scrutin. C'est sûr que la façon dans laquelle on choisit nos représentants, nos élus, il y a plusieurs façons de faire et un impact sur les différentes façons de faire sur qui va nous représenter au capital national. Oui, effectivement, ça devrait être intéressant. Et je rappelle qu'on va passer quelques chansons aujourd'hui pendant l'émission qui sont inspirées par le thème de la soirée. Et ils sont proposés par nos deux mélomanes préférés, Maude et Monsieur Laplante. Et on va débuter déjà avec un court extrait musical afin de nous mettre dans le thème et d'accueillir notre invité. Donc, la chanson thème de Game of Thrones qui nous amène dans cette intrigue politique comme un peu au soir des élections, évoquant un univers où les alliances et les trahisons rythment l'ascension vers le trône ultime. Allô, c'est Sébastien. Pardon, nous avons uniquement les droits pour les extraits musicaux lors de la diffusion en direct. Merci de votre compréhension. Oui, We Are the Champion du groupe Queen. On a aussi mis cette chanson-là parce que Donald Trump a l'habitude de passer certaines chansons sans le consentement des artistes pendant ces grands rassemblements. Et puis les membres du groupe Queen avaient déclaré être frustrés de voir une utilisation répétitive et non autorisée de leurs chansons. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. Pour vous la faire écouter ce soir. On a avec nous de la visite, comme on parlait un petit peu plus tôt, Monsieur Jean-Pierre Charbonneau. Vous êtes bien avec nous, Monsieur Charbonneau? Oui, je vous entends bien, et vous? Oui, très très bien. Donc, un petit... vous avez une longue carrière comme journaliste d'abord, comme homme politique. Vous avez été député du Parti québécois à plus d'une occasion, président de l'Assemblée nationale et également commentateur politique à l'émission Le Club des Ex de Radio-Canada. Et maintenant, vous êtes président du mouvement Démocratie Nouvelle, un organisme citoyen non partisan qui concentre ses efforts sur l'obtention d'un nouveau mode de scrutin au Québec. C'est ça. Oui, et puis probablement plein d'autres choses. Mais les détails sont superflus. Donc, on pensait débuter l'émission avec un vox pop qu'on a mené. On est allé dans la rue, puis on a questionné les gens sur deux petites questions pour nous mettre dans le bain un peu des élections et des élections américaines. Donc, on vous fait écouter ça. Si tu étais américain, pour qui tu penses tu voterais mardi prochain aux élections présidentielles américaines? Kamala Harris. Kamala. Les deux candidats ne m'intéressent pas. Je voterai pour Kamala Harris. Je voterai pas parce que je crois pas à leur système, quoi. Puis pour quelle raison? Parce que les élections américaines sont arrangées entre deux partis. Puis que ça me semble être une manière de
assez étrange de parler de noir ou de blanc. Fait qu'il y a tout le temps des ennemis, des Américains, pour justifier les bonnes actions. Je me reconnais pas du tout dans les valeurs de Trump. J'ai l'impression qu'elle est plus proche du peuple. Elle peut amener quand même un vent de changement, là. Je pense que d'avoir une opinion féminine aussi, ça va faire du bien qu'au lieu d'avoir les classiques white men au top. Selon vous, quels vont être les enjeux principaux de l'élection américaine? L'économie, l'immigration, ça va être aussi le pouvoir d'achat, puis l'avortement. Et surtout l'écologie. La démocratie en général. La guerre avec l'Ukraine. C'est tous les progrès sociaux, le réchauffement climatique et tout ça. Voilà, c'est pour ça que je pense que Trump n'a pas sa place à une époque comme la nôtre parce que ses valeurs sont rétrogrades et empêchent justement le progrès et voilà, de faire face aux combats qui nous attendent, grands défis que sont notamment le réchauffement climatique. Les enjeux là, plus actuels là, sur l'identité de genre notamment, là. Puis l'enjeu très de droite là, sur la ligne du parti du Bible Belt là, avec qu'est-ce que les protestants croient que les femmes devraient faire avec leur corps, etc., etc. On voit qu'il y a vraiment une partie prise pour les démocrates ici à Québec. Oui. Je sais pas si c'est représentatif ce que vous avez entendu, mais M. Charbonneau, je sais pas si en écoutant ces réactions des gens de la ville de Québec, si ça vous surprend, s'il y a quelque chose là-dedans. Ça ne me surprend pas vraiment parce que les sondages au Québec, puis même, je pense, dans le reste du Canada, montraient que depuis un bon bout de temps, que ici, de ce côté-ci de la frontière, on n'est pas très identifié de Donald Trump et de son approche politique. Il y a de la place pour toutes sortes de variantes dans les gens qui sont opposés à Trump, mais essentiellement, comme actuellement, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est entre Trump et Kamala Harris. Alors, c'est pas surprenant que la majorité des gens choisiraient, ou s'ils étaient américains, de voter pour la candidate démocrate. Donc, ça ne veut pas dire que finalement, le système américain, au plan électoral, est ce qu'il y a de plus... ce qu'il y a de mieux et de plus inspirant, mais ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est autre chose. C'est sûr qu'ici au Canada, on ne peut pas voter. Puis je me demande là-dedans si des gens sont gênés de dire que oui, je voterai pour Trump. Comme on sait que c'est possible. Puis je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui joue aussi. Ben, peut-être. Néanmoins, selon certaines maisons de sondage, ce que j'entendais ça il y a quelques jours à peine, il y a peut-être un 20%, 25% de la population canadienne qui s'identifie au courant de Donald Trump. Okay. Alors, il y a un courant conservateur au Canada, mais est-ce qu'on peut dire qu'il a atteint cette espèce d'attitude tellement choquante de Donald Trump? C'est pas évident, là. Est-ce que Paul Lièvre, qui est le chef du Parti conservateur au Canada, peut être associé à Donald Trump? Bon, certains excès, je pense que oui, mais pour le moment, on n'a pas encore l'impression que la contamination nous a atteint à un point dangereux. Vous parliez des limites du système électoral américain. On pourrait en parler grandement avec tout le système du collège électoral, notamment, là, qui amène des grandes disparités dans la façon que le vote est attribué. Oui, en fait, le problème du système américain, c'est que au niveau présidentiel, c'est un vote indirect. C'est-à-dire que les gens, celui qui obtient la majorité de l'appui populaire n'est pas nécessairement celui qui devient président ou présidente. Il n'y a jamais eu de présidente, de toute façon. Alors, ce serait une première si ça se produisait demain. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un vote indirect. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'en France, par exemple, il y a un système présidentiel aussi, est-ce que les gens accepteraient que celui qui est arrivé deuxième devienne premier? Alors, c'est un peu le système américain. Hillary Clinton, il y a quelques années, avait eu presque 2 millions de votes de plus que Donald Trump. Il avait perdu néanmoins à cause du système des grands électeurs. Alors, il y a quelque chose d'un peu tordu dans cette... Et puis, c'est un peu la même chose ici, là. Notre système électoral au Canada, au Québec,
c'est le système britannique, donc uninominal à un tour. Et c'est souvent arrivé au Québec à 5 reprises, puis au Canada à plusieurs occasions, où le parti qui est arrivé le premier dans l'appui populaire se retrouve à l'opposition officielle, parce qu'il n'a pas fait élire autant de députés que l'autre parti. Son vote étant plus concentré, entre autres. Alors, on se retrouve dans une situation un peu paradoxale. On dit que la démocratie, c'est la majorité, c'est la voix de la majorité. Et puis quand on n'a pas la voix de la majorité, on essaie de la composer. D'ailleurs, au niveau parlementaire, une loi ne peut pas être votée s'il n'y a pas une majorité de députés qui votent en faveur. Mais une majorité de députés ne veut pas dire une majorité de la population derrière cette majorité de députés. On le voit très bien actuellement. Au Québec, le gouvernement Legault a eu à peine 40, même pas 41% d'appui populaire. C'est-à-dire qu'il y a presque 60% des gens qui ont voté contre ce parti-là. Mais comme il est arrivé premier, il se retrouve avec une forte majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. C'était la même chose à Ottawa à bien des occasions. Alors, le résultat de ça, c'est que on n'a pas un système politique qui permet que chaque vote compte et que, éventuellement, les tendances politiques soient obligées de composer les unes avec les autres pour créer non seulement une majorité parlementaire, mais un appui populaire derrière cette majorité parlementaire. Vous avez mentionné la France, où il y a un autre système, un système d'élection en deux étapes. Est-ce que, à votre avis, c'est un système qui permet un meilleur choix démocratique pour la population? C'est-à-dire que, encore là, le système français à deux votes, ça fait en sorte que le choix des citoyens au niveau électoral, parce qu'il y a un système présidentiel, c'est une chose, et un système parlementaire où le chef du gouvernement est élu par le résultat électoral, comme au Québec ou au Canada. Donc, aux États-Unis, il y a comme deux votes. Il y a un vote pour le Parlement, les parlementaires, que ce soit les sénateurs ou les députés, ce qu'on appelle les représentants. Puis il y a un vote pour le chef de l'État, donc le président. Mais encore là, comme je le disais, aux États-Unis, finalement, celui qui arrive premier dans la course électorale, dans la faveur populaire, c'est pas lui nécessairement qui va devenir président. En France, à cause du système, il faut une majorité de vote de la population derrière le candidat qui va être choisi. Ça veut dire que le candidat doit avoir été chercher l'appui d'une majorité de la population. Mais comme il y a plusieurs candidats, lors du premier tour, souvent, on se retrouve à avoir un deuxième tour parce qu'il n'y a pas un candidat qui est allé chercher l'appui d'une majorité de la population. Alors, on se retrouve à ce moment-là à faire de la compétition entre les deux principaux compétiteurs. Et puis là, il faut qu'il y ait une majorité de citoyennes qui se dégagent. Puis dans ce type de système, on est moins pris à voter pour... On peut voter au moins la première fois pour celui qu'on aime le plus. On a moins de tendance à tomber dans peut-être la piège de devoir voter pour le moins pire. Ça, on fait ça au deuxième tour. Voilà, on fait ça au deuxième tour. Exactement. Puis les députés, là-bas, ils sont élus aussi à la majorité. Alors là aussi, si un candidat n'a pas la majorité populaire derrière lui, il peut y avoir un deuxième tour pour aller chercher l'appui d'une majorité de la population. Bon, moi, je préfère un système allemand ou le système écossais ou néo-zélandais ou d'autres systèmes électoraux qu'on appelle proportionnels. Pas proportionnels à l'israélienne ou proportionnels comme il en existait en Italie dans les années 60-70. Le système a été changé. Mais un système qui fait ça, c'est des proportionnels, désolé de vous interrompre, ça, c'est des proportionnels purs. Hein? C'est assez pur. Assez pur. C'est un vote, un représentant ou presque. C'est ça. Ce qui fait que les petits partis peuvent éventuellement, d'une certaine façon, se tailler un pouvoir de négociation et un pouvoir de blocage assez important. OK. Et à ce moment-là, il n'y a pas de représentation régionale aussi, ou c'est possible? Non, pas en Israël. Mais par exemple, en Allemagne,
qui est le modèle classique d'un mode de scrutin, ce qu'on appelle mix. Donc, la moitié des députés en Allemagne sont élus comme ceux qu'on choisit Québec. Et puis l'autre moitié est élue dans des comtés régionaux en fonction de l'appui que chaque parti reçoit de la population. Donc, c'est ça. Donc, ce deuxième vote-là, c'est un vote proportionnel, en proportion de l'appui que chaque parti reçoit. Et puis, le résultat final, c'est une combinaison de ces deux votes de scrutin qui fait en sorte qu'on se retrouve avec, en général, des partis politiques qui n'obtiennent pas la majorité de la population. C'est le premier choix des gens, de toute façon. Alors là, ils sont obligés de développer des alliances puis des coalitions gouvernementales. Et pour s'assurer d'une stabilité en Allemagne de ces coalitions-là, il y a un mécanisme qui fait que quand des partis signent une entente pour gouverner ensemble par un mandat de gouvernement, alors s'ils veulent quitter la coalition, ils sont obligés de proposer une alternative de gouvernement majoritaire. Puis s'ils ne sont pas capables, ils sont obligés de respecter leur entente et de rester dans la coalition. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'élections. En fait, il n'y a presque jamais d'élections anticipées en Allemagne parce que les coalitions tiennent. Et on ne peut pas dire que l'Allemagne, c'est un pays sous-développé, puis c'est un pays qui ne fonctionne pas, puis c'est un pays qui les politiques publiques sont plus crosses parce que, justement, on passe notre temps en élection. Et les Écossais ont un peu le même système, sauf qu'au lieu d'être 50%, 50-50, c'est-à-dire 50% des députés choisis selon le système anglais, 50% selon le proportionnel. En Écosse, c'est 60%, 40%. Puis au Québec, depuis 1968-69, depuis que le Parti québécois avait proposé ça, René Lévesque avait fait inscrire ça dans la plateforme électorale du Parti québécois. Tous les partis qui, à des moments donnés, se sont engagés à faire la réforme du mode de scrutin, c'est-à-dire le PQ, les libéraux, la Coalition Avenir Québec, sans compter ceux qui sont dans l'opposition, qui ont jamais été le pouvoir. Ça a été le modèle écossais ou allemand qui a été d'inspiration. Alors, un système mixte qui impliquerait d'une certaine façon que chaque vote compte, puis qu'on ait avec un minimum. Il faut que les partis obtiennent, disons, à peu près 5% au minimum d'appui populaire, 3, 4, 5%, pour que leur parti ait droit justement à aller chercher le calcul dans la représentation proportionnelle qui Ouais. Donc, ça fait en sorte qu'il dans ce système de proportionnel mixte, il y a deux types d'élus. Il y a un élu qui est plus représentant de sa circonscription, son comté, et aussi des élus qui vont avoir leur siège, mais ne seront pas directement associés à un district. C'est bien ça, oui, si je comprends? Non. En Nouvelle-Zélande, c'est vrai ce que vous dites. Mais en Écosse ou en Allemagne, les députés sont associés à un comté régional. Donc, il y a des comtés locaux plus petits, puis il y a des comtés ou des districts régionaux. Alors, et puis la dynamique entre les deux types de députés se déroule très bien. Puis les gens sont... quand ils sont élus, quel que soit le mécanisme, ils sont élus pour représenter les citoyens. Et là, on se retrouve dans des situations où, dans la plupart des régions, comme les gens n'ont pas tous voté du même bord, on se retrouve à avoir des régions qui ont des députés de différents partis politiques les plus importants. Et ça crée une dynamique particulière parce qu'on ne se retrouve pas comme au Québec, par exemple, où on peut avoir l'impression que toute une région est représentée par 3 ou 4 députés du même parti, alors qu'une bonne partie de la population n'a pas voté pour ce parti-là. Mais le soir des élections, on regarde les cartes électorales, on a l'impression que beaucoup de régions sont peinturées de la même couleur. Alors qu'il y a peu de régions où les gens votent tous ensemble de la même couleur. Alors, là, on se retrouve finalement à avoir une représentation politique qui est plus variée et qui reflète plus la volonté et le choix des citoyens. N'oublions pas qu'on est dans une démocratie représentative. Alors, il faut que le Parlement soit représentatif des choix des citoyens et des grands courants d'opinion. Et non pas d'avoir un système électoral qui exclut
certains courants d'opinion. Aux dernières élections au Québec, vous avez 4 partis d'opposition qui ont eu autour du même pourcentage d'appui populaire. Dans un des 4 cas, il n'y a eu aucun député qui a été élu. Dans un autre cas, le Parti libéral, parce que son vote était plus concentré, ils ont eu plus que 25, autour de 25 députés. Le Québec solidaire a une douzaine, puis le Parti québécois a 23. Alors, pour des partis qui ont à peu près eu 13, 14, 15% d'appui populaire ensemble, chacun, on a des disproportions dans la représentation. Puis est-ce qu'on trouve ça normal qu'un parti qui a eu à peu près autant de votes que les 3 autres se retrouve avec aucun député? Voilà. Puis un paradoxe là-dedans, on sait qu'au fédéral, le Parti libéral a pris l'engagement, en fait à plusieurs reprises par le passé aussi, il y a plusieurs partis qui ont pris cet engagement de revoir le système électoral, le mode de scrutin. Mais un paradoxe dans le sens que une fois élu par le système en place, c'est comme à l'avantage du gouvernement élu de garder le système en place qui les a avantagés finalement. Comment est-ce qu'on... En même temps, c'est la consécration d'une espèce de mensonge institutionnalisé. Quand les hommes et les femmes politiques s'engagent et qu'ils ne respectent pas leur engagement, qu'ils renient leur parole, qu'ils renient leur signature, qu'est-ce qu'on veut dire? On peut dire que les gens nous ont menti. Donc, ce sont des menteurs qui, finalement, ont profité de leurs mensonges pour se faire élire, puis par la suite... regardez, la raison pour laquelle Justin Trudeau, aux élections de 2015, d'abord avait dit la même chose que Bernard Landry en 2003 à Québec. Il avait dit ce sera la dernière élection avec le mode de scrutin actuel, donc le mode de scrutin britannique qui est nominal à un tour. Quand il est arrivé au pouvoir, on a déclenché une consultation publique au Parlement. Moi, je suis allé témoigner dans cette consultation. Et quand la consultation a été finie, c'était clair que les libéraux proposaient un mode de scrutin préférentiel, les conservateurs voulaient le statu quo, le NPD et d'autres, beaucoup de gens qui sont venus témoigner des modes de scrutin proportionnel, soit proportionnel mixte ou d'autres types de scrutin proportionnel. Et à un moment donné, finalement, Trudeau a mis fin à tout ça. Et sa déclaration publique, c'était de dire, écoutez, quand on était dans l'opposition, les gens n'aimaient pas le gouvernement. C'est la raison pour laquelle on a voulu changer le système électoral. Mais maintenant, les gens aiment le gouvernement, donc ils aiment son gouvernement parce qu'il était majoritaire. Alors, on n'a plus besoin de changer le mode de scrutin. Il faut vraiment être effronté, puis sans gêne et menteur pour avoir ce type d'argumentation. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de conséquences à l'acte, si les citoyens ne vont pas payer aux gens qui nous mentent ou qui nous trompent, on peut continuer longtemps avec des gens qui restent au pouvoir en utilisant leurs mensonges pour rester au pouvoir ou s'accrocher au pouvoir. Puis Trudeau n'a plus la faveur des gens et tout d'un coup, il ramène que c'est peut-être une des plus grandes erreurs qu'il a fait de ne pas faire une réforme du mode de scrutin. C'est quand même paradoxal. Hein? Et puis, lui, il dit préférer le mode préférentiel. Pouvez-vous nous l'expliquer un petit peu puis nous dire votre point de vue? Le mode préférentiel, c'est un mode de scrutin qui fait que les gens ont peut-être 2, 3, 4 choix politiques. Autrement dit, ils ont comme... un premier choix, un deuxième choix, puis un troisième choix. Donc, finalement... On les met en ordre de préférence, là. C'est pour ça préférentiel. Okay. Voilà. Mais le problème de ça, c'est que ça favorise, encore une fois, des grands partis politiques. Et ça ne favorise pas des partis qui sont émergents, qui peuvent aller chercher un appui populaire important, mais qui n'ont pas la même envergure en termes d'appui dans l'opinion publique. Mais comme alors finalement, c'est pourquoi Justin Trudeau voulait plutôt un mode de scrutin préférentiel, parce qu'avec ça, il aurait gardé le pouvoir. Et comme par la suite, il a perdu le pouvoir, il est devenu minoritaire. Dans le fond, aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir imposé par sa majorité parlementaire un mode de scrutin préférentiel qui lui aurait permis de continuer à gouverner de façon majoritaire. Qui l'aurait avantagé, oui. Parce que les libéraux sont souvent deuxième ou sont souvent le deuxième choix, donc. Oui, et puis dans ce contexte-là, il a aussi dit dans sa déclaration qu'il aurait voulu bloquer de façon définitive l'idée d'avoir un mode de scrutin proportionnel.
Pourquoi? Parce qu'un mode de scrutin proportionnel, ça ferait en sorte que les libéraux ne pourraient pas être facilement majoritaires, comme ils ont souvent été. Ils sont obligés de faire des coalitions. Et curieusement, l'entente entre Trudeau et Jack... Jack Layton? Non, Jack... pas Jack, oui, mais... Jackson Meade, le chef du le chef du NPD. Alors, quand ils ont eu leur entente il y a quelques années, les dernières élections, alors, qu'est-ce que c'était cette entente-là? C'était une entente de gouvernement majoritaire sur la base d'une coalition qui n'en était pas tout à fait une. Une vraie coalition, il y aurait eu des ministres du NPD. Là, il y avait une entente, le NPD a accepté de ne pas faire tomber le gouvernement et de laisser Trudeau gouverner seul, mais avec l'appui du NPD pour les votes importants où on essayait de faire tomber le gouvernement. Donc, à la limite, si on avait eu un mode de soutien comme en Allemagne ou comme en Écosse, ben, il y aurait eu sans doute des gouvernements minoritaires qui auraient dû s'allier avec d'autres pour faire des gouvernements de coalition, puis développer des politiques publiques qui ne soient pas juste des politiques publiques à l'avantage d'une minorité. Mais au moins, on peut dire ce qu'on voudra, mais la coalition NPD et libérale faisait en sorte qu'il y avait une majorité de la population qui était représentée au gouvernement puis qui gouvernait en regard de l'appui qu'ils avaient donné à ces deux partis-là. Alors, c'est clair que avec le mode de scrutin que Trudeau regrette de ne pas avoir imposé, il n'y aurait pas eu à composer avec Jack Layton. Ouais. Puis, juste pour revenir, vous mentionnez que, voilà, il y a eu des promesses par le passé, changer le mode de scrutin, ça n'a jamais été tenu. Comment est-ce qu'on fait pour, de façon globale, mais dans ce cas spécifiquement, tenir les pieds au feu des élus pour que eux ils gardent leurs promesses? Qu'est-ce que vous faites au sein de votre organisation Mouvement Démocratie Nouvelle pour c'est pas juste une idée, c'est comment mettre ça en place, comment changer le système? Il y avait deux approches. Par exemple, en Colombie-Britannique, il y avait un comité citoyen qui avait été mis sur pied, puis finalement, le gouvernement avait accepté qu'il y ait un référendum qui soit tenu sur la base de la proposition de ce comité citoyen. Mais le problème, c'est quand ils ont donné ce mandat-là, ils ont tordu les règles démocratiques. Ça veut dire que là, tout à coup, alors que les lois, c'était 50%, là, ils ont décidé que pour que ce référendum-là soit valide, il fallait qu'il y ait une majorité de régions qui ait les 2/3 de l'appui. Alors, quand on regarde le résultat du référendum, le référendum a été largement remporté par les partisans de la réforme du mode de scrutin. Mais à cause de la règle tout à coup inédite qu'on avait introduite, le référendum n'a pas passé. Pas parce qu'il n'y a pas eu une majorité de citoyens qui ont voté contre, parce qu'on avait changé les règles du jeu démocratique pour l'adoption de la loi qui aurait finalement modifié le mode de scrutin. Au Québec, voyant ça, le mouvement de démocratie nouvelle, il y a quelques années, en 2016, 2015-2016, on avait entrepris des négociations avec les partis d'opposition, avec tout le monde, en fait. Même les libéraux avaient accepté de participer à l'exercice. Et on avait discuté des principes avant de choisir un mode de scrutin particulier. Et quand tout le monde a accepté les principes, donc, les libéraux ont débarqué parce que les principes nous amenaient à choisir un mode de scrutin mixte proportionnel. Alors, il y a eu une entente entre la coalition Avenir Québec qui était dans l'opposition, le Parti québécois, Québec solidaire, il y avait le Parti vert, puis d'autres. Et bon, l'entente, c'était question de ces partis-là, signataires de l'entente, prenaient le pouvoir, avec les autres, ils présenteraient une loi pour modifier le mode de scrutin dans l'année qui suivait. C'est ce qui est arrivé. Mais le problème, c'est que quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont préparé le projet de loi seuls, au lieu de l'avoir fait avec les autres. Et en plus, ils ont introduit des dispositions qui étaient incompatibles avec l'esprit de l'entente. Mais si on avait respecté cet esprit de l'entente, on aurait actuellement un mode de scrutin proportionnel mixte au Québec.
Mais dans un cas comme dans l'autre, si les gens ne respectent pas leurs paroles, si les gens trafiquent ou tripotent les règles démocratiques pour l'adoption d'une loi, c'est très difficile s'il n'y a pas un sursaut d'opinion publique pour renverser cette attitude-là. En Colombie-Britannique, ils ont fait 2 autres référendums. C'est sûr qu'ils n'ont pas été aussi fructueux que le premier, mais le premier, il y avait la réforme, le changement avait été adopté par une majorité, pas 50%, c'était peut-être 55-60% de gens qui avaient voté en faveur du changement. Ouais, au Québec, allez-y. 3 partis. Oui. Au Québec, quand la CAQ a pris le pouvoir il y a 6 ans, avec le Parti québécois et Québec solidaire, les 3 ensemble représentaient 70% de l'électorat qui avait voté pour ces partis-là. Alors, c'est pas rien. Et si on avait respecté, si François Legault avait respecté sa parole, les choses seraient faites. Mais en démocratie, une fois que tu es assis sur le pouvoir, si tu n'as pas ce sens de l'honneur et de la dignité de respecter ta parole, finalement, tu peux faire n'importe quoi. Et c'est ce qui arrive. Et il n'y aura pas de changement tant qu'un parti qui sera au pouvoir, pris au pouvoir ou placé au pouvoir avec le système actuel, ne respectera pas sa parole ou son engagement avec d'autres partis politiques. Ouais, nous, la prochaine fois, on va probablement essayer de faire encore une fois une alliance entre plusieurs partis politiques. Et si un autre parti prenait le pouvoir, encore une fois, issu de cette alliance-là, on pourrait espérer, encore une fois, qu'il y ait un changement qui se produise, à condition qu'un prochain premier ministre ne fasse pas comme François Legault. Oui, c'est ça, c'est vraiment un grand défi. On parle de comment améliorer le système démocratique de façon globale. C'est sûr que si un élu peut prendre le pouvoir pendant 4 ans et entièrement négliger ses promesses, je sais pas, j'ai comme de la misère à appeler ça une démocratie. Ça a une certaine forme démocratique, mais est-ce que si c'est aussi facile de juste ne pas tenir ses promesses? Comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça, finalement, c'est difficile de qualifier, parce que la démocratie, c'est pas juste le système électoral ou le respect de la parole donnée par les hommes et les femmes politiques. Moi, je pense que ça peut être... c'est normal qu'on ne puisse pas toujours remplir tous ces engagements. Mais il faut donner leur juste. Mais quand on trompe sciemment la population, puis que quand on donne des raisons qui sont farfelues pour expliquer que tout à coup on a changé d'idée, c'est là que ça devient inacceptable. Alors, c'est drôle parce que depuis la fin du 19e siècle, il y a eu un paquet d'États, notamment en Europe, qui ont aboli, en fait, mis de côté le mode de scrutin britannique pour introduire un mode de scrutin de type proportionnel. Et ça fonctionne. C'est pas des pays du tiers-monde, ça, ces sociétés-là. Et parmi ces sociétés-là, vous avez les sociétés les plus avancées où le niveau de vie et le niveau de bonheur est le plus élevé au monde. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir comment ces changements ont eu lieu. Justement, comme vous le dites, dans certains pays en Europe, ils ont, je pense, peut-être amélioré leur système électoral, le mode de scrutin. On va faire une petite pause musicale. On va revenir peut-être discuter davantage de cette question dans quelques minutes. Oui, absolument. La prochaine chanson, c'est « En enfer, je serai en bonne compagnie ». C'est une chanson en anglais, mais donc c'est le titre traduit. Donc, les paroles évoquent que l'auteur semble accepter son destin tragique, suggérant que malgré ses erreurs, il trouvera de la compagnie et même un certain réconfort dans son malheur. Allô, c'est Sébastien. Pardon, nous avons uniquement les droits pour les extraits musicaux lors de la diffusion en direct. Merci de votre compréhension. Donc, on est toujours en compagnie de notre invité, M. Jean-Pierre Charbonneau. Et pour débuter le dernier segment de l'émission, on va écouter quelques vox pop. Au Québec, pensez-vous qu'on vit dans un État démocratique, selon vous? Oui. Parfait, non. Ouais, peut-être. Absolument pas.
Le fameux droit de vote, c'est un peu de la poudre aux yeux. La démocratie, pour moi, c'est le pouvoir au peuple. Donc, le peuple qui exerce minimalement le pouvoir, au moins d'une façon ou d'une autre. Il n'y a aucune assemblée qui prend des décisions. Toutes les décisions sont prises par des gestionnaires, par des hauts fonctionnaires. En bout de ligne, par des entités privées qui influencent le gouvernement. Plus qu'aux États-Unis, oui. Je pense pas que le système actuel permet la rotation des charges suffisantes pour que ce soit juste d'appeler ça une démocratie. Parce que dans une démocratie, c'est important là, qu'il y ait une rotation, justement, là, du pouvoir, ce qui est pas vraiment le cas. Là. Un peu comme aux États-Unis, c'est tout le temps les mêmes qui se partagent le pouvoir. Je pense que le peuple devrait participer davantage. Là. Juste ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans une démocratie parce que c'est les gens qui veulent le pouvoir l'ont. Alors qu'on faudrait peut-être se méfier des gens qui veulent le pouvoir. Est-ce que tu as l'impression, en France, que tu vis dans un État démocratique? Je vis dans un État démocratique dans la mesure où déjà on a un plus large choix de candidats et que chaque vote de chaque citoyen a le même poids, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc voilà, je trouve que avec l'implication des médias, il y a les jeux sont presque faits avant même que les élections aient cours parce que les gens sont influencés par ce qu'ils entendent. Est-ce que vous votez habituellement? Puis quand vous votez, est-ce que vous faites plus un choix de cœur ou vous faites plus un vote stratégique? Je vote généralement plus un vote de cœur. Je regarde un peu qu'est-ce qui fait du bien pour moi, qu'est-ce qui me fait du sens, puis après ça, je prends ma décision. Ce serait plus choix de cœur. Ouais, Moi aussi, choix de cœur. Il n'y a pas d'enjeu assez important pour que je le fasse. Pas pour des élections ordinaires, en tout cas. S'il y avait peut-être de quoi qui est plus significatif, à la limite, peut-être je me poserais la question sur un référendum sur la souveraineté, par exemple. Peut-être que j'irais voter pour ça. Ça dépend encore du contexte. Oui, je vote et à chaque fois, c'est un choix de cœur. Ouais. Faut pas voter si c'est pas un choix de cœur. Faut pas voter stratégique. Chaque année, je vote. Chaque année, je suis un peu plus pour savoir où faire voter, en fait. Puis ouais, c'est de cœur, 100%. Là. Je vote... c'est un mélange des deux. Je peux pas voter avec mon cœur si je sais pas que c'est stratégique. Je peux pas voter pour quelqu'un qui, je sais, peut pas faire une différence. Mais il y a tout le temps l'espoir et cette espèce de vertu bizarre où on croit en quelque chose qui peut juste être possible, même si c'est infiniment petit. Fait que oui, je pense que je voterais plus avec mon cœur que stratégique. Oh, plusieurs réactions intéressantes. Monsieur Charbonneau, des réactions à chaud? Ben, beaucoup de gens ont dit qu'ils voteraient d'abord en fonction de leur cœur, donc de leur conviction. Et je crois qu'idéalement, c'est ça, une démocratie. C'est-à-dire que les gens votent selon leurs convictions, puis par la suite, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des alliances entre les différentes convictions pour créer une majorité parlementaire qui représente une majorité de la population. Et dans une démocratie, il faut que tout le monde y trouve son compte. Même les gens qui ont voté du côté, qui se retrouvent dans l'opposition, il faut qu'il y ait la conviction que leur point de vue, puis leurs intérêts, puis leurs besoins sont pris en considération par ceux qui sont au pouvoir ou par ceux qui agissent comme représentants au sein du Parlement. Alors, je pense que c'est important. Et c'est pour ça que on fait beaucoup de cas avec l'idée qu'il faut qu'on ait des gouvernements majoritaires parce que les gouvernements majoritaires sont plus forts et plus efficaces. C'est faux. Il y a des gouvernements de coalition, des gouvernements parfois minoritaires qui négocient à la pièce puis qui peuvent fonctionner pendant plusieurs années, sont aussi représentatifs et aussi efficaces. Donc, il y a une espèce de mythe sur l'importance d'avoir nécessairement un gouvernement majoritaire. Parce qu'un gouvernement majoritaire qui représente une minorité de la population, c'est pas particulièrement représentatif. Alors, la démocratie, c'est un parlement représentatif, un gouvernement représentatif, un parlement qui écoute et qui tient compte des opinions des uns et des autres, une opinion publique qui est aussi renseignée et les citoyens qui se renseignent. C'est aussi, on dit souvent, une démocratie, c'est aussi une espèce de grande discussion. C'est-à-dire qu'il faut que la conversation publique soit possible. Dans des régimes totalitaires ou dans la démocratie qui, de plus en plus, finissent par tendre vers le totalitarisme, comme par exemple en Hongrie, puis c'était le cas au Brésil, c'est le cas dans plusieurs endroits dans le monde qui se disent démocratiques. Ça pourrait être le cas
sous Trump éventuellement. Alors, on a des gouvernements qui, en principe, sont issus d'élections démocratiques, mais des gens ont des attitudes de totalitarisme qui font en sorte que ça devient illusoire de penser que la discussion publique, puis le respect, puis la tolérance entre les citoyens est au rendez-vous. Il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas de solidarité. Et si c'est une guerre perpétuelle entre deux clans ou quelques clans, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis, on se demande où va la démocratie, quel que soit le gagnant demain aux États-Unis. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un clivage tellement important que c'est malsain pour la vie démocratique, la vie de la société qui est concernée. Intéressant, oui. Ça semble être comme le vrai sujet de la discussion, c'est comment améliorer la société démocratique, la nature démocratique de la société. C'est sûr qu'il y a des questions sociales, là, on se limite dans notre discussion du système électoral. Mais je voulais juste revenir à la question que j'avais juste rapidement posée avant la pause, sur comment ces pays que vous mentionnez comme étant des pays avec des systèmes mieux conçus pour avoir des élus qui représentent la pluralité des opinions dans une société. Comment est-ce que ces pays comme l'Allemagne ou je pense que vous avez mentionné la Nouvelle-Zélande, comment est-ce qu'eux sont arrivés à changer leur système? Ben, dans le cas de l'Allemagne, c'était à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Les démocrates allemands, il en restait malgré tout. Tout le monde n'était pas nazi en Allemagne, même s'il y en avait pas mal qui avaient voté pour Adolf Hitler, son parti nazi. Donc, les démocrates allemands, avec les Alliés, ont mis en place un système électoral qui, justement, obligerait plusieurs tendances politiques à s'allier. Donc, un système qui fait en sorte qu'il n'y aurait pas un parti qui dominerait tout et qu'on se retrouverait finalement avec une société où différents courants d'opinion pourraient être représentés au Parlement et quelques alliances stratégiques seraient importantes pour avoir un gouvernement qui représente une majorité de la population. Dans d'autres pays d'Europe, quand on a modifié les modes de scrutin et qu'on a mis de côté le système anglais, c'est parce qu'il y a eu une conversation dans ces sociétés-là et que l'idée d'avoir un Parlement représentatif et un Parlement où les partis sont représentés en proportion de l'appui qu'ils ont reçu des citoyens et des citoyennes, ça a fait son chemin. Et il y a des gens qui se sont battus pour ce principe-là et qui ont réussi à convaincre une majorité de citoyens d'aller dans cette direction-là. Alors ici, on veut pas le faire, le débat. On veut, à chaque fois qu'on aborde cette question-là, c'est des gens qui sont plus conservateurs, qui finalement utilisent des lieux communs puis des faussetés dans l'argumentaire. Et on ne fait pas le vrai débat. C'est pour ça que quand il y a eu des engagements de faire une réforme du mode de scrutin basée sur l'idée qu'on aurait un mode de scrutin représentatif et proportionnel, c'était ça. C'est cette idée que dans une démocratie représentative, les partis occupent les places en fonction de l'appui populaire qu'ils reçoivent et qui ne se retrouvent pas à avoir 2 fois plus de présence au Parlement qu'ils ont eu d'appui dans l'opinion publique. Question pour vous, M. Charbonneau. Quand il y a un mode de scrutin plus équitable, est-ce que ça influence la participation citoyenne? Est-ce que les gens vont plus voter en proportion? Ben oui, c'est pas magique, mais en général, les gens votent plus parce que chaque vote compte. Dans un mode de scrutin de type proportionnel, c'est un peu comme dans un référendum, chaque vote compte. Bon, comme il n'y a pas de mode de scrutin avec une proportionnelle pure, parce qu'il y a d'autres effets pervers, on l'a vu, on le voit en Israël. Mais des modes de scrutin où il y a un minimum requis pour les partis pour avoir droit à la représentation. Mais une fois qu'on a ça, on se retrouve justement à avoir une dynamique plus saine. Et je pense que c'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher la perfection, mais il faut avoir des principes, il faut y croire, puis il faut respecter les engagements qu'on a pris par rapport à ces principes-là.
On parle beaucoup de la vote et il y a une autre question politique, surtout aux États-Unis, le rôle de l'argent dans les campagnes électorales. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Mark Hanna, ancien sénateur états-unien du 19e siècle, financier politique. Il a dit à l'époque qu'il y a 2 choses importantes en politique. La première, c'est l'argent et je ne me souviens pas de la deuxième. Donc, il peut probablement dire la première, c'est l'argent, la deuxième, c'est l'argent. Oui, c'est ça. Et troisième, je ne sais pas c'est quoi. Mais voilà. Et ça, surtout aux États-Unis, mais jusqu'à où est-ce que c'est vrai aujourd'hui encore? Mais le pouvoir de l'argent aux États-Unis corrompt toute la dynamique politique. Parce que les multimilliardaires ou millionnaires ont un poids énorme et pour finalement financer des partis politiques, financer des campagnes de publicité. Et à quelque part, les citoyens sont inondés par des publicités qui sont payées souvent par des gens qui ont des fortunes immenses. Et les règles de financement aux États-Unis, à cause de la fameuse constitution qui dit que, c'est la liberté absolue, puis la liberté d'expression font qu'à un moment donné, on a tordu ce sens-là et on n'a plus des compétitions équitables parce que les compétitions sont entre les mains de financiers qui sont capables de supporter des candidatures puis des campagnes électorales qui sont onéreuses. Alors, il y a ça qui est tordu aux États-Unis, puis il y a un autre élément qui est aussi qui est choquant. Nous, on a réglé ça au Québec quand René Lévesque est arrivé au pouvoir. C'est ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est-à-dire le découpage électoral en fonction de tes intérêts partisans. Et on voit ça aux États-Unis. Il y a des comtés qui sont comme des fromages de gruyère. Alors, les partis au pouvoir, parce que dans chaque État est responsable du système électoral puis de la carte électorale. Alors, il y a beaucoup de tripotage, disons, des limites des circonscriptions électorales en fonction des comtés, ou en fait des quartiers, des secteurs de la comté qui vont d'un côté ou de l'autre. Alors, on se retrouve là aussi à d'une certaine façon, dénaturer la vie démocratique parce que c'est pas une compétition équitable. Les gens trafiquent les règles à leur avantage partisan. Et aux États-Unis, par exemple, on le voit, les élections fédérales sont des élections qui sont régies par chacun des États. Alors, chaque État a des règles différentes. Puis dans certains cas, il y a tellement de partisanerie qu'il n'y a aucune gêne à trafiquer les règles électorales au profit de son parti, ce qui est aberrant au plan des principes démocratiques. On ne peut pas penser qu'une société qui fait la leçon démocratique à une bonne partie de l'humanité depuis très longtemps fonctionne de cette façon-là, mais c'est comme ça que ça fonctionne malgré tout aux États-Unis. On dit souvent que c'est désolant de voir que le mieux que les États-Unis peuvent faire en tant que candidat, c'est, il y a 4 ans, c'était Trump-Biden. Cette année, c'est Trump-Harris. Il n'y a pas mieux que ça parmi les 370 millions Américains. Ouais, pas beaucoup de choix. Hein? Ouais, c'est ça. Non, mais en plus de ça, le système américain, c'est un système anglais. Hein. Les élections, c'est uninominal à un tour. La présidentielle, c'est encore comme ça, comme on le disait au début de l'entretien. Ce qui est un peu tordu, c'est que le système des grands électeurs, qui avait été pensé au début de la Fédération américaine, la création de la République américaine, aujourd'hui, ça appuie sa raison d'être. Et ça dénature l'idée que chaque vote est égal, puis chaque vote compte. Alors, on le voit, là, la campagne va se jouer dans quelques États à cause du fait que ces États-là disposent d'un nombre important de grands électeurs. Et puis, il y a des États qui, selon les règles, calculent les grands électeurs en fonction de celui qui a gagné. Alors, celui qui arrive le premier remporte toute la mise, même si une bonne partie de l'opinion publique a pu voter contre dans une autre direction, selon une autre approche. Monsieur Charbonneau, on va devoir mettre fin à l'échange. C'est déjà le temps qu'on avait à notre disposition.
Donc, merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence. Donc, ça termine l'émission Entre Ville et Monde. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.